BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Le retour de quoi je me mêle. Merci d'être avec nous. Votre rendez-vous dédié à l'actualité high-tech. Et étant donné qu'il y a beaucoup d'actu cette semaine, eh bien on poursuit notre club de la presse IT avec toujours Nicolas Lelouch de la rédaction de 01net.com et l'Express dignement représenté avec Emmanuel Paquette qui nous fait l'amitié d'être là et nous apporter son analyse. L'actu aussi de cette semaine, elle a un peu paniqué, je pense, à la fois les acteurs du web, mais aussi les utilisateurs. C'est cette fameuse panne qui a eu lieu mardi, c'était ça, ou mercredi, je ne sais plus. Mardi, je crois. Voilà, c'était mardi, à l'heure du déjeuner. En plus, peut-être l'avez-vous vécu. Voilà, certains services ont été ralentis, certains autres ne marchaient pas du tout. Une panne d'Internet qui a touché énormément de services, hein, Nicolas. Hein. Oui, beaucoup de services populaires en plus. C'est pas des petits sites qui sont tombés en panne. J'en ai noté quelques-uns. Donc on a eu par exemple Amazon, on a eu PayPal, on a eu Reddit, on a eu aussi le site de beaucoup de médias, Le Monde, le New York Times, le Guardian. 01net.com, quand même, je sais que ça a dû être pas facile pour beaucoup de personnes. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui criaient dans la rue parce qu'ils n'avaient plus l'actualité de Nicolas Lelouch. J'ai eu plein de gens qui m'envoyaient des messages sur Twitter, on n'arrive pas à accéder à vos articles, pour de vrai. Donc, oui, bien sûr. Je blague là-dessus, mais forcément, il y a des réactions de plein de personnes. La panne a duré à peu près 1 heure, ça n'a pas été 1 heure d'interruption totale pour tous ces services. Mais oui, ça nous rappelle une nouvelle fois à quel point il n'en faut pas beaucoup parfois pour faire tomber Internet. Qu'est-ce qui s'est passé, Manuel ? Visiblement, donc, c'est un prestataire de ce qu'on appelle un Content Delivery Network, c'est un CDN qui s'appelle donc Fastly. Alors, un CDN, c'est en gros, alors il y a des gros CDN, comme le plus gros, c'est Akamai, par exemple, aujourd'hui, qui apporte les contenus au plus près de l'utilisateur dans des serveurs de cache, ce qui permet en fait d'avoir une réactivité beaucoup plus rapide lorsqu'on se connecte à un site. Au lieu d'envoyer sa requête à l'autre bout du monde, elle peut arriver directement à Paris, par exemple, et elle revient très vite. Et on voit effectivement les pages du Monde s'afficher, ou même des pages de Reddit ou d'autres sites américains, ou de sites américains comme le New York Times. Dont il y a une redondance, en fait, un cache, un miroir beaucoup plus près de chez nous, pour que finalement on ne sollicite pas des milliers de kilomètres pour faire la requête, et pour qu'on ait l'instantanéité de l'info, en fait. C'est ça, exactement. Et puis ça sert aussi par ailleurs... Netflix fait beaucoup ça, YouTube, pour les vidéos... tout ce qui consomme beaucoup de bandes passantes, comme on parlait précédemment, donc les gros fichiers de musique... Il faut savoir que c'est très local. Hein. Ça peut être... Vous avez des redondances comme ça dans certaines régions. YouTube a des téraoctets de données parce qu'ils savent que grâce à l'intelligence artificielle, c'est telle vidéo qui va être demandée le plus. Et donc, voilà, tout dépend des vidéos que vous demandez. Elles peuvent être à quelques dizaines de kilomètres de chez vous, en fait. Voilà, exactement. Et donc, c'est ce prestataire-là qui a eu un problème informatique. Alors, pas bon. Ils ont dit hier que ça venait d'un de leurs clients qui aurait mal paramétré quelque chose, donc c'est assez flou pour l'instant. C'est fou quand même, donc, un client peut foutre en l'air tout le système. Oui, ça paraît un peu étonnant. Bon, attendez, je vais appuyer sur quel bouton là ? Bon, après, j'appuie sur celui-là, allez, on va voir. On rejette généralement la patate chaude à quelqu'un d'autre, on essaie de faire... ça. Donc ils n'ont pas donné le nom du client, évidemment, mais bon, et donc il y aurait eu une intervention sur un logiciel qui aurait effectivement suscité cette panne. Alors, c'est pas une panne de l'Internet, c'est une panne des clients de cette entreprise, de Fastly, donc il y en a beaucoup, et donc ça souligne aussi déjà d'une part une forte dépendance à ces CDN, à ces Content Delivery Networks, et alors j'ai vu beaucoup de gens se dire mais c'est quand même fou que des grands sites comme Le Monde, comme Amazon, etc. ne redondent pas et n'aient pas plusieurs CDN et mettent tous leurs œufs en gros dans le même panier. Alors il faut savoir qu'en France on avait un acteur qui s'appelait Cedexis qui justement palliait à ce genre de choses, donc vous étiez abonné à Cedexis, et Cedexis en fait avait toujours, puisqu'ils ont été vendus mais ils existent toujours, donc a des accords avec tous les grands CDN de la planète, et donc en fonction du prix, en fonction de l'embouteillage un peu de ces différents réseaux, il aiguille votre trafic vers l'un ou l'autre des CDN. Donc c'est un super CDN, si vous voulez, c'est un agrégateur de CDN. Un routeur d'accord. Exactement, il se place un peu en intermédiaire entre un CDN. Donc au lieu de passer des contrats avec tous les CDN, en fait il se met en intermédiaire et c'est lui qui s'occupe de ça. Donc cette panne-là montre que ce type d'intermédiaire en fait peut avoir son utilité. Et visiblement les sites qui sont tombés en panne n'étaient pas clients Non, visiblement non. Non, ils étaient en direct visiblement avec Fastly, parce que c'est ceux qui n'avaient que ce fournisseur là. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui étaient clients, donc visiblement le service continuait de marcher alors. Oui.
Ouais, c'est assez intéressant. Hein. Mais c'est passionnant. Hein, en fait, c'est des parties du web un peu sombres qu'on ne connaît pas trop. Mais alors, quand on commence un petit peu à comprendre comment ça fonctionne, en tout cas pour le grand public, c'est passionnant. Oui, c'est de l'Internet en fait. On est plus dans du réseau que du web. Parce que le web, c'est les contenus qui s'affichent, etc. Donc on est vraiment on est dans du dur. Quoi. On est sur du. Mais on ne se rend pas compte que finalement, voilà, quand on appuie sur. Quand on tape une adresse, il se passe plein de choses. Voilà, il se passe plein de choses. Et puis, voilà, c'est pas parce qu'on va sur New York Times que ça part à New York. Quoi. Non, mais non, ça peut aller à Vélizy. C'est ça, exactement. Enfin, je sais pas où, mais bon, pas loin en tout cas. Bon, mais en tout cas, tout est vite revenu. Tout est vite revenu, finalement, voilà. ça a été assez bien géré. Hein. C'est très vite revenu, finalement. On va parler de Google maintenant. Tiens, Google qui a été condamné pour cette fameuse histoire de publicité en ligne. Je pense que Manuel, tu peux revenir un petit peu sur cette histoire-là, qui dure depuis pas mal de temps. Hein, ça dure depuis un certain temps. Alors, ce qui est important, c'est que la France est le premier pays au monde à condamner Google sur le display, hein, donc les bandeaux hein, de publicité. On n'est pas sur le AdWords qui est directement dans google.com ou google.fr. Là, on est sur les bandeaux publicitaires affichés sur les sites tiers, donc notamment des éditeurs de presse. Ça peut être 01, ça peut être l'Express. Hein, et là, effectivement, Google a deux éléments d'intégration qu'on appelle verticale dans la publicité. D'une part, des serveurs pour la publicité, pour afficher cette publicité, donc pour stocker et afficher la publicité des éditeurs. Qui font que ça. Voilà, exactement. Et de l'autre, une plateforme d'achat de ces bandeaux sous forme d'enchères. Et en fait, ce qu'a découvert l'autorité de la concurrence, c'est que dans les deux cas, donc Google se calait sur le prix de marché et se prioriser par rapport à la concurrence en fait. Hein. Donc Google était toujours le mieux disant et donc gagnait quasiment toujours sur les offres d'enchères, etc. Donc, et pour le coup, l'autorité de la concurrence a estimé que Google était non seulement en position dominante sur la publicité sur les bandeaux, mais en plus avait abusé de cette position-là pour devenir encore plus puissant. Et donc ils ont mis une amende de 220 millions d'euros, hein, donc c'est pas rien. Et surtout Google a reconnu que c'était vrai, donc ils n'ont pas contesté. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'il y a de fortes chances que cette décision fasse boule de neige dans plein d'autres pays, puisque bien sûr, s'ils l'ont fait en France, oui, c'était une stratégie qui était, on va dire, internationale. Exactement, c'est pas la France qui a pris la décision toute seule. Donc c'est vrai que ça va faire boule de neige et qu'il y a de fortes chances. À la fin, je pense, aux États-Unis, dans d'autres pays, l'Allemagne aussi regarde ça de près. Donc tout ça va s'additionner et ça peut faire une grosse amende à la fin. 220 millions rien que pour la France. Ça commence à être sympa. Hein. Ça commence à être un peu plus élevé que tout ce qu'on a vu pour l'instant. Admettons, une centaine de pays, on va dire, une centaine. 220 millions multipliés par 100. Ça commence une grosse facture. Ça commence à faire pas mal. Hein. On verra, ça prendra de toute façon des années. Là, il n'y a même pas d'appel. Hein. Ils acceptent, ils vont payer 220 millions. C'est un accord. Et où va tout cet argent? Tiens, c'est la question que je me posais. Alors, ces 220 millions, ça va servir à... Ça va dans les caisses de l'État. Les caisses de l'État, d'accord. Pour moi, oui. Il y a pas enfin, ceux qui ont été victimes de ce truc-là ne sont pas dédommagés, en fait. Puisqu'il y a des victimes. Crois pas. Oui, mais non, à ma connaissance, non. Non, c'est une amende. Ouais, exactement. Très bien. On enchaîne avec l'Euro 2020. C'est pour bientôt. Nicolas est dans les starting blocks, puisqu'il faut savoir qu'il est quand même fan de football. Tout comme Jean-David Duarte qui réalise cette émission. Qui nous a fait de mauvais coups, vous allez voir. Avec Kevin aussi pour l'audio. Et ce qui se passe, c'est que si vous êtes avec nous sur 01 TV, vous verrez quelques images de matchs de foot plutôt... du côté du Portugal, visiblement. Il faut savoir que Jean-David est franco-portugais. Il penche plutôt du côté portugais. Il est plutôt portugais-franco, quoi. Et je crois qu'il a décidé de passer quelques images pendant cette émission qui ne vont pas faire plaisir aux supporters de l'équipe de France. Voilà, c'est ça, d'accord. Il faut faire avec. Donc, l'Euro 2020, parce que c'est l'info, que Jean-David aime bien le Portugal, ça c'est une information déjà importante. C'est une information, mais qui n'est pas capitale par rapport à ce qu'on voulait vous annoncer, c'est que l'Euro 2020 va être filmé en 4K. C'est pas la première fois. Ça fait des années qu'il y a des retransmissions 4K, Roland Garros, etc. Le seul truc, c'est que tu vas nous dire un petit peu où est-ce qu'on pourra voir en fait ces flux 4K, Nicolas. Et ça, c'est pas gagné. C'est comme en 2018, la Coupe du Monde était déjà diffusée en 4K et on avait fait plein d'articles à cette occasion parce que c'était compliqué, ça marchait pas bien, il y avait une différence entre la 4K HDR et la 4K SDR, il y avait des problèmes de cadrage, c'était pas le même cadrage entre la 4K et le Full HD. Bon bref, c'était très moyen. Du coup, je me suis demandé si ça s'était amélioré cette année.
année. Déjà, en termes de diffusion, non, ça ne s'est malheureusement pas amélioré. En plus, ils ont eu un an de bonus avec le confinement pour essayer de réparer le truc. Ils auraient pu tenter d'améliorer le truc. Après, là, c'est des histoires d'accords commerciaux. L'Euro est diffusé par 3 chaînes, donc TF1 et M6 qui se partagent les matchs gratuits, et beIN Sport qui va diffuser l'intégralité de la compétition. Ça nous fait donc 3 chaînes 4K, TF1 4K, M6 4K et beIN 4K. Jusque-là, c'est assez facile. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul opérateur en France qui va diffuser les 3 chaînes, c'est Orange, qui du coup aura TF1, M6 et beIN en 4K directement depuis ses décodeurs. Chez Bouygues... En espérant que ça marche, qu'on n'ait pas de problème. En espérant que ça marche. J'ai pas encore confirmation de tout ça, mais il y a de grandes chances que ce soit de la 4K SDR sur les box des opérateurs et qu'ils ne prennent pas le risque de refaire de l'HDR parce que ça n'avait pas bien marché. Oui, parce qu'il y a HDR et SDR. SDR, en fait, oui, HDR c'est mieux. Il faut le voir comme ça. Mais c'est mieux quand ça marche. Parce que si ça marche pas, c'est moins bien que le SDR. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu. Il y a plein de normes, il y a le Dolby, il y a l'HDR10, il y a plein de choses. Voilà, ça rend la diffusion très compliquée. Le deuxième opérateur qui s'en sort pas trop mal, c'est Bouygues Télécom, parce qu'il a à la fois TF1 et M6. Donc vous allez avoir tous les matchs gratuits en 4K si vous avez une B-Box de dernière génération. Et chez Free, vous n'allez avoir que TF1. Donc déjà, il y a quelques matchs, dont la finale, je crois, que vous n'aurez pas en 4K chez Free. SFR, c'est le plus grand perdant de cette histoire parce qu'il n'y a aucun match diffusé en 4K sur les box SFR parce qu'ils n'ont ni TF1, ni M6, ni beIN Sport en 4K. Je ne sais pas pourquoi. Après, on n'est peut-être pas à l'abri d'une annonce dans les jours qui viennent. Après, ça me semble peu probable. Généralement, c'est des accords qui sont dealés largement en avant. D'accord. Je crois que Free, dans le cas de parce son que accord comme Free avec TF1... on est jeudi, Free a communiqué aujourd'hui en fait. Il a communiqué aujourd'hui, mais je crois que la chaîne était revenue il y a 1 ou 2 mois après avoir disparu pendant un an. Donc c'était quand même quelque chose qui avait avancé en avant. Et je pense pas que ce soit non plus la priorité des opérateurs. C'est comme le lossless, on parlait tout à l'heure sur la musique. Je pense que l'euro en 4K, ça n'intéresse que les geeks. Et il n'y a pas grand monde qui... Les gens s'en foutent. Ils veulent juste voir le match en grand, sur un grand écran. Donc, c'est un peu comme le lossless. C'est exactement la même chose. Par contre, et ça va être ma recommandation si vous êtes un fan de foot ou au moins un fan de 4K et vous voulez vraiment profiter de l'événement. Alors attention, je fais le jingle. L'astuce de Nico. J'aimerais bien qu'on ait un jingle comme ça. Faudrait que je fasse celui d'Emmanuel après, je sais pas quand, mais faut qu'on réfléchisse. J'ai pas beaucoup d'astuces. Bon, pour revenir au sujet, mon conseil, ça va être de prendre beIN Sport, non pas directement depuis le site ou depuis votre opérateur, mais depuis MyCanal. Il y a des offres sans engagement en ce moment qui coûtent entre une trentaine d'euros par mois. Vous pouvez le prendre donc un seul mois. L'avantage, c'est que vous allez avoir beIN Sport, mais aussi tout le catalogue Canal+, donc vous avez le temps de bien en profiter pendant un mois. Et, donc vous oubliez les restos, les terrasses, tout ça, les sorties des bars, c'est pas la peine. Oui, oubliez, de toute façon, l'euro, ça va. Un mois de plus ou un mois de moins, ça changera pas. Ça changera pas grand-chose. MyCanal proposera beIN en 4K sur pas mal d'appareils, donc le décodeur Canal+, logiquement, l'Apple TV, la box Nvidia Shield, les Smart TV de Samsung et Sony, et puis la Freebox Pop et la B-Box Bouygues Télécom, qui sont sous Android, donc vous pourrez télécharger l'application MyCanal. Donc c'est l'offre au final la plus complète si vous voulez avoir les matchs en 4K, d'autant plus que beIN Sport, ils vont diffuser l'intégralité de la compétition. Ça fait, j'ai noté, 51 matchs. Donc si vous avez l'abonnement beIN Sport, vous pouvez avoir tous les matchs. Il y en aura 45 diffusés en 4K, et c'est au final le meilleur moyen de l'avoir, peu importe votre opérateur, d'autant plus que si tout va bien, si c'est comme en 2018, ça sera uniquement les Apple TV et quelques appareils haut de gamme qui auront les matchs en 4K HDR. Voilà. Après, bon, le seul petit bémol, c'est les commentaires, quoi. Il y en a qui préféreront peut-être les commentaires de TF1, d'autres d'M6. C'est sûr que si vous vouliez réentendre Vicente Lizarazu et Grégoire Margoton crier second poteau Pavard, ça ne sera pas sur beIN Sport, mais au moins ça sera en 4K. Voilà. Après, il faut faire un choix. Ou alors, le top, c'est que vous baissez le son et vous mettez RMC Sport. On est corporate ou pas, les amis? On peut. Après, le problème, c'est qu'il faut synchroniser. Oui, il faut synchroniser parce qu'il y a parfois du décalage. La radio va être en avance sur le flux 4K, ça c'est certain. Mais au-delà de ça, si on prend un peu de recul, on se rend compte que la 4K, ça fait des années qu'on nous bassine avec ça. C'est vrai, ça fait des années, finalement. Ouais. Et les événements en direct ne sont pas couverts. Les grandes chaînes comme TF1, M6 n'ont pas décidé de passer à la 4K. Elles sont toujours en Full HD. C'est étonnant qu'il n'y ait pas une volonté quand même de la part de ces gros diffuseurs, de ces gros networks, de passer 100% en 4K. Ouais, alors il peut y avoir plusieurs raisons. Il y a la base installée de téléviseurs 4K. Elle n'est peut-être pas encore suffisamment. Mais ça commence à être pas mal quand même maintenant. Ça commence, mais comme les taux de renouvellement des téléviseurs, c'est quand même 5, 6, 7 ans. Enfin, il faut attendre aussi que tout le monde s'équipe. Autre chose, c'est que, alors on le dit peut-être pas suffisamment, mais c'est qu'il y a quand même 40% des foyers qui reçoivent la télévision par la TNT.
TNT et pas par la box. Donc c'est 60% en gros par les box aujourd'hui. Et tu sais que sur la TNT, on a de la 4K. Hein. Par exemple, avec Roland Garros, qui se déroule en ce moment sur Paris, Roland Garros est émis en 4K sur un canal dédié. D'accord, mais je ne sais pas si c'est sur l'Euro, c'était ma question, si sur l'Euro, il y aura un canal TNT. C'est vraiment les acteurs que j'ai cités, c'est les 3 opérateurs Orange, Bouygues et Free. Oui, sur la TNT, en fait. Et l'OTT uniquement avec Canal et beIN Sport. Oui, d'accord, c'est ça. Et en fait, Roland Garros est diffusé en 4K dans la région parisienne, et je crois que c'est Toulouse et une autre ville. C'est pas au niveau national alors. C'est pas au niveau national, c'est une expérimentation. Mais c'est des tests. C'est France TV Sport 4K. Oui, ça fait 10 ans qu'ils font ces tests. Oui, depuis longtemps, mais ils sont pas. Alors tant mieux, mais voilà, ça fait 10 ans qu'ils font ces expérimentations. Mais en même temps, on nous parle pour 2024, pour les Jeux Olympiques de Paris, on nous parle de 8K. Donc déjà, si en 2021 on fait pas de 4K, en 3 ans il va falloir booster les gars, quand même. Avec des téléviseurs qui, pour le coup là, sont très chers et pas encore entre les mains des gens. Mais bon, voilà, c'est Orange qui va diffuser en 8K a priori, de ce que j'ai compris, les Jeux Olympiques de 2024. Ouais. On verra. C'est étonnant parce que finalement la 4K, on plaisantait tout à l'heure quand on faisait le rapport avec le lossless, mais c'est pas tout à fait pareil parce que quand on a une grande taille d'écran, on voit la différence en 4K. Non, mais là c'est pas uniquement les gens qui ont les voilà. Là on le voit, ou alors il faut être complètement myope et être comme une taupe, quoi. Mais autrement on voit la différence et on peut imaginer que même sur des émissions de flux, The Voice, enfin toutes ces grosses émissions qui rameutent des millions et des millions de gens, le fait de passer en 4K, ça aurait du sens. Mais on y gagnerait. Aujourd'hui, c'est vrai que la 4K est généralisée sur les services de streaming, donc c'est très populaire sur le replay, mais c'est encore très rare sur la télévision en direct. Le broadcast. Il faut reconnaître que ça se réserve qu'à quelques événements sportifs, donc le football, qui sont des événements un peu premium star. Exactement, c'est là, et encore, c'est pas devenu la norme. C'est des canaux événementiels 4K qui vont être actifs uniquement lors de certaines rencontres. Souvenez-vous, alors je suis désolé, ça fait aussi un peu vieux de la vie, mais quand la haute def est arrivée, je me souviens quand on discutait avec les chaînes de télé, leur gros problème c'était que plus on augmente en définition, plus on voit les défauts. On voit les défauts sur un plateau, notamment. C'est-à-dire les petits morceaux de peinture qui s'écaillent, et on voit même les défauts des visages des animateurs qu'on voyait pas en basse def, où on voit beaucoup plus les rides de certains. C'est pour ça qu'on hésite, nous, à passer en 4K dans ce studio. On va voir. Non, mais du coup, même pour les chaînes, c'est peut-être pour ça alors. Ça demande aussi une adaptation du côté plateau. Pas un match de foot. Et donc forcément, ça a des coûts supplémentaires. Exactement. Des coûts de captation, avec de régie, les complexités techniques dont on parlait, de diffusion. Plus cher avec les caméras, mais après la diffusion, c'est des gestions de flux hyper compliquées, avec la possibilité de mal encoder, d'avoir une colorimétrie dégueulasse sur certains téléviseurs et pas sur d'autres. Ça rend le truc un peu plus complexe qu'une diffusion Full HD qui est vraiment rentrée dans les normes. Après, il y a un truc, et on en parlait ensemble, Amazon Prime Vidéo qui diffuse Roland Garros en ce moment le soir, et c'est pas en 4K, c'est en Full HD. Alors l'image est très bonne, c'est vraiment c'est très propre, mais Amazon qui a énormément de contenu en 4K, en direct reste en Full HD. Là encore, c'est assez étonnant. Bon, voilà, on rentre dans des détails techniques, mais autant vous dire qu'on aime bien la télé, vous l'avez sans doute remarqué. On va parler de Micromania dans un instant avec Emmanuel, mais auparavant, Google qui préparerait un Pixel. Donc, vous savez, c'est les fameux smartphones Google tout intégrés, avec donc le hardware signé Google, le soft évidemment Android optimisé avec des mises à jour, etc. Un Pixel pliable pour cette année. Oui, tout à fait. C'est pas la première fois dont on entend parler de cette rumeur, mais ça a l'air quand même de bien se concrétiser. On apprend par le journal de Korea Herald, donc qui est le journal de référence en Corée, et qui est surtout celui qui a le plus d'informations fiables sur Samsung, parce que voilà, évidemment, Samsung étant coréen, ils ont de très bonnes sources là-bas. On apprend que Vivo, Xiaomi, Oppo et Google auraient commandé des écrans pliants à Samsung, que la production commencerait en fin d'année et que Google aurait en effet pour objectif de lancer son premier Pixel pliant dès la fin d'année. C'est assez étonnant comme annonce parce que Google a l'habitude quand même d'être un peu en retard sur le matériel. Ils sont plutôt suiveurs. Exactement, ils n'essayent pas Google de changer l'industrie, ils essayent de faire un produit clean qui reprend propre. Un petit peu le reste. Là, il serait quand même le deuxième vrai constructeur après Samsung à s'y lancer parce qu'on a eu des téléphones chinois mais ils ne sont pas vraiment sur le marché. Et puis ils mettent souvent l'accent sur le soft en fait. On le voit, c'est pas le meilleur appareil photo, c'est pas le meilleur écran, mais en revanche, le soft fait qu'on va se retrouver avec des super photos parce qu'il va avoir tout un traitement derrière, etc. Là, franchement, il y aurait un gap avec un hardware
haut de gamme, forcément, puisqu'on est sur du pliant. Évidemment qu'il y aura un gap. On parle d'un écran de 16,6 pouces pliant. Tu parles du logiciel à juste titre. Et ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que je pense que les rumeurs sont quand même fondées, c'est qu'il y a à peu près un mois, on avait la Google I.O., qui est le grand salon de développeurs de Google. Et à cette occasion, il y a eu une conférence entière dédiée aux pliants. Après, donc dans les sessions, et où Google expliquait aux développeurs, c'est très important. On vous a mis des API pour que vous adaptiez l'application. Et ce que Google veut, c'est que quand une application s'ouvre, il y a une animation pour la voir s'agrandir sur quelque chose de propre. C'est vraiment quelque chose de propre. Alors que Samsung, c'est moi, j'adore le Fold, vous le savez, mais on sent que c'est un peu de la bidouille, qu'ils ont adapté Android à ce changement de format, et Google veut vraiment faire quelque chose de clean pour que le pliant soit la norme. Quand le produit soit plié en deux, que ce soit adapté aux deux parties de l'écran, avec une vraie interface qui s'arrête au milieu, là où c'est plié. Donc, le fait qu'Android soit vraiment en train de s'adapter aux pliants montre que, au-delà de préparer pour les autres constructeurs, parce qu'évidemment Google répond aux demandes des autres marques, il se prépare peut-être aussi le terrain. Google y croit. Google se dit... Là, il y a un marché à prendre, ça va peut-être remplacer la tablette, ça va peut-être faire des choses. On a grand intérêt à vite adapter le pliant, peut-être avant Apple, donc ça me paraît logique qu'ils aillent là-dessus. Emmanuel, le pliant, c'est Apple aussi qui, encore une fois, qui donnera le là, non ? Quand ils sortiront... on ne sait pas trop où ils en sont. Non, mais... parce que pour l'instant, je pense que ce n'est pas prévu pour cette année. Non, c'est vrai. On parle de 2023, 2024, d'après certaines rumeurs, mais c'est des rumeurs. Oui, et puis peut-être qu'ils n'ont rien dans les cartons, peut-être qu'ils n'y croient pas. On verra bien. Hein. Parce que la première génération, pour l'instant, à part d'écran pliant ou pliable, n'a pas vraiment convaincu. Hein. Alors... Elle a convaincu Nico. Tu sais que Nico aime beaucoup le Fold, notamment le Fold 2, qui est sorti. C'était la deuxième. C'était le deuxième, c'est vrai. On verra bien comment ça va se goupiller tout ça. Voir, là, parce que cet été, on va voir les nouveaux pliants chez Samsung avec une rumeur comme quoi les prix vont tomber de 20% par rapport à l'année dernière sur les deux produits. Donc on aurait du Flip aux alentours de 1 000 € et du Fold aux alentours de 1 500 €. Donc déjà, ça commence à atteindre des prix haut de gamme sur les téléphones non pliants. C'est intéressant. Ça devient sympathique. Pour terminer, on va évoquer Micromania. Vous savez, c'est le grand distributeur de tout ce qui touche aux jeux vidéo, l'univers du jeu vidéo avec les consoles, etc. Et qui innove, Emmanuel, avec un nouveau service. Oui, alors de location de consoles fixes. Donc la PlayStation 5 notamment. Et donc effectivement, on peut louer la console, ce qui revient assez cher. Je pense que Nicolas donnera le détail des prix. Et surtout, c'est pas ce qu'on appelle un leasing, c'est pas un credit buy, c'est-à-dire on n'achète pas la console à la fin. Ah oui, on la loue vraiment. On la loue et on la rend à la fin. D'accord. Alors pourquoi ? Je pense que le crédit buy, il y a simplement des institutions financières qui peuvent le faire, des banques notamment, mais Micromania en tant que tel ne peut techniquement, je pense, pas le faire. Il faudrait qu'il s'associe à une banque, parce que le leasing, c'est vraiment quelque chose d'encadré. Quelque chose qui est très encadré. Exactement. Donc, par exemple, même ça existe dans l'automobile depuis très longtemps, mais c'est vrai que généralement, les constructeurs automobiles sont partenaires d'une banque ou détiennent leur propre banque de financement en interne. Oui. Et donc ça permet de mettre en place des systèmes de leasing où effectivement on achète plus ou moins à crédit son véhicule. Donc c'est une forme déguisée de crédit, tout simplement, avec option d'achat à la fin. Là, c'est pas du tout le cas. C'est purement vraiment c'est de la location. Voilà. Et qui, in fine, revient assez cher, effectivement. Et Je vais être très très dur. C'est lossless. J'ai jamais vu une arnaque pareille sur le milieu du jeu vidéo. J'en ai fait un article et j'ai poussé un coup de gueule. J'espère vraiment que Micromania va se rendre compte du côté aberrant de l'offre qu'il propose. Tu as un peu les détails ou pas ? J'ai les détails, j'ai noté tout ça. À chaque fois, il y a 3 offres. Il y a une offre où on loue que la console. Et après, il va y avoir une deuxième offre où on loue la console, une deuxième manette et on a une garantie contre la casse et contre la panne. Je fais un mélange entre les deux. Et une troisième offre où on va avoir la possibilité de migrer vers une éventuelle successeur si une successeur sort dans les 2 ou 3 ans. Ce qui est à peu près sûr que ça n'arrivera pas sur la PS5. Donc, autrement dit, ils ont ajouté beaucoup de services qui ne servent pas à grand chose, mais au moins il y a des services, ça peut rassurer les gens. Au moins cher, la PS5, elle va revenir à 472 € au bout de 2 ans. Donc c'est 20 € de moins que le prix de base. Et au plus cher, avec le forfait maximum, elle va vous revenir à 770 €. Donc là, on s'est pris quand même quasiment 300 € de plus sur tout ça. On n'a pas les jeux, là. Non, on n'a pas les jeux, on n'a pas les abonnements PlayStation Plus, tout ça et compagnie. Dans le cas de la Nintendo Switch, au moins cher, elle reviendrait à 342 €. Alors qu'elle coûte 300 de base, elle n'est pas vendue avec une seconde manette là ou quoi que ce soit. Et encore, quand tu dis ça,
la console nous a. C'est ça, au bout de 2 ans, voilà. Je vais venir. Au plus cher, on arriverait à 524 € avec une paire de manettes en plus. C'est d'autant plus scandaleux que la Switch, elle est en fin de vie et qu'on sait qu'il lui reste quelques mois et qu'elle va être remplacée. Donc on vous loue une console qui, au final, est déjà obsolète. Donc moi, ce qui me pose problème dans ce service, c'est que qu'on aille sur la location de console, complètement, ça a du sens parce qu'il y a des gens qui vont peut-être vouloir jouer que 3 mois. Là, ça n'a pas de sens parce qu'il y a 2 ans d'engagement. Donc vous êtes obligé de payer pendant 2 ans, vous ne pouvez pas la rendre au bout d'un moment. Franchement, pour un week-end, ça a du sens. Vous êtes avec des potes, les copines, les femmes ne sont pas là, vous levez. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais vous voulez une PlayStation 5 et vous faites un week-end à fond, ça c'est cool. Parce qu'en plus, il n'y en a pas. Donc c'est plutôt sympa. C'est vrai. Bah, c'est sûr que tu confirmes, Emmanuel, qu'il n'y en a pas. Tu l'as toujours pas, toi. Toujours pas. Ouais. Non, mais dans le concept de location serait pas mal, sauf que là, c'est forcé pendant 2 ans, donc c'est clairement une sorte de crédit. Sauf qu'à la fin, ils la reprennent. Si on fait un service de location, à la fin, ils la reprennent, mais que c'était moins cher. On pourrait dire pourquoi pas, ça permet aux gens d'accéder à la console. Là, on paye quasiment 30 à 40% de plus par rapport au prix de base. Alors qu'on doit rendre le produit, à la fin, au final, on a dépensé plein d'argent pour rien. Donc ça n'a aucun sens. Le fait de rendre le produit, ça tue tout le concept. Ça n'a absolument aucun sens. Il n'y a pas de service. Il y a les services qui sont inclus, la panne, garantie contre la casse. C'est une location de 2 ans. Elle ne va pas se casser au bout de 2 ans. Et dans tous les cas, il y a la garantie constructeur qui couvre le truc pendant 2 ans. On n'a pas toujours sa console sous le bras. Quoi. Non, mais c'est pas comme un smartphone. Je ne comprends pas en fait comment ils ont pu sortir un tel service. Soit tu fais un service de crédit long terme, à la fin tu la possèdes, tu as payé 300 € de plus, mais bon voilà, il y a des gens, ils peuvent pas payer 500 € d'un coup, mais ils peuvent payer 40 € tous les mois. Ok, alors dans ce cas-là, pour eux, pourquoi pas. Mais si à la fin on leur reprend la console, on les a juste arnaqués. C'est surtout avec un truc, avec un engagement. Je comprends pas. J'espère que Micromania va se dire, ok, on s'est mal renseigné, tout ça. D'autant plus que s'est mal renseigné. Juste en comparaison, l'offre concurrente qui s'appelle Xbox All Access, qui est proposée par Microsoft, elle va vous coûter moins cher. Elle inclut le Xbox Game Pass, l'abonnement, et à la fin la console vous la gardez. En plus. Donc, et Micromania la propose cette offre. C'est comment ils peuvent sortir un truc comme ça. Je ne comprends pas, moi, ça me dépasse. Ils surfent peut-être sur la pénurie de consoles. Ils réservent peut-être certaines consoles pour ce modèle-là. Non, mais justement, ils disent que non. Ils disent qu'on se met sur liste d'attente et qu'on sera servi après les gens qui sont déjà sur la liste d'attente. Ça n'a aucun sens. Non, et ils vont j'essaie de trouver un truc. Non, mais j'essaye aussi. Je pourrais même pas être un bon avocat pour Micromania finalement. J'essaye de comprendre depuis que j'ai découvert cette information, mais je pense très sincèrement qu'ils se sont dit ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez acheter la console, on va dire vous voulez payer 500 € ou vous voulez payer 25 € par mois. Ah c'est peut-être mieux de payer 25 € par mois. Et ils vont tenter peut-être d'avoir des gens comme ça, mais à la fin, ils rendent la console, elle n'est pas eux, donc c'est. Alors qu'en fait, on aurait beaucoup plus accepté finalement un prix beaucoup plus élevé pour un week-end. Je dis n'importe quoi, 50 €. Voilà, parce qu'on se dit, on est peut-être 4-5 potes, allez, ça nous fait 10 € chacun et on se retrouve avec une PlayStation pendant 2 jours. Là, ça aurait été. Mais le service, dans ce cas-là, pourquoi pas payé très cher, mais pour 2 jours, parce qu'on en a besoin ponctuel où on va s'éclater et puis on la rend après. Là, ça avait du sens. Mais sur un engagement de 2 ans, ça n'a pas de sens. Je suis d'accord, c'est un prêt. Ça ressemble à une copie du modèle des opérateurs télécoms avec les box, en fait. Sauf qu'on a l'accès à Internet avec. Oui, voilà, c'est ça. Là, si donner l'accès au PlayStation Plus ou à l'Xbox. Il n'y a pas la Xbox, là, a priori, pour l'instant. Non, il n'y a pas la Xbox. C'est compliqué de faire un service comme ça alors que Microsoft en propose un qui la laisse à la fin et moins cher. Qui est plus intéressant. Ils disent que ça va arriver sur Xbox, mais j'y crois très peu. Je vois pas comment ils peuvent faire pareil sur Xbox. Bon, écoutez, voilà, on vous avertit maintenant. Si vous avez envie d'enrichir Micromania, pourquoi pas c'est votre droit. Mais sinon, achetez-la, faites un crédit sur plusieurs fois. Enfin, il y a souvent des paiements différés, mais on vous en supplie, ne vous faites pas avoir par Micromania. Quand on vous dit achetez-la, si vous en trouvez une, si toujours vous la pareil. voulez aussi. Voilà. Merci à tous les deux. Merci Emmanuel. Merci François. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, et Nicolas Lelouch, journaliste à 01net.com. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis pendant cette petite heure dédiée à la tech. Le hashtag DQJMM, bien sûr, pour nous suivre. On sera là, bien évidemment, le week-end prochain. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.